de gouvernement du président, les grandes lignes reprises dans le manifeste de Kisangani. 1. État de droit et légitimité du pouvoir d'État. L'état de droit impose que tous les citoyens et toutes les institutions obéissent aux procédures et règles constitutionnelles et résolvent tout conflit conformément à la loi. Il est donc primordial de considérer l'état de droit comme un principe directeur de consolidation de la paix et du développement d'un pays. Sans un état de droit, auquel à la fois les citoyens, les responsables gouvernementaux et les institutions sont tous soumis, la RD Congo continuera de connaître l'instabilité, la violence, l'impunité, la pauvreté et le sous-développement. Selon le dernier indice de l'état de droit, publié chaque année par le World Justice Project, la RDC est lamentablement classée 137e sur les 139 pays étudiés. Dans le monde, elle est la dernière dans la catégorie absence de corruption et par rapport aux autres pays africains, notre pays se classe dernier dans les catégories clés de la justice civile et de la justice pénale. Dans l'ensemble, cela signifie que le lien entre les citoyens congolais et leurs dirigeants a été brisé. Une situation lamentable qui s'est aggravée à la suite des élections volées de 2018. L'absence de l'état de droit est aussi reflétée par le niveau de corruption observé dans notre pays. Personne n'a peur de rien. On vole, on pille systématiquement l'État, à tel point que tout le monde, même se sachant incompétent, veut exercer les fonctions d'État pour s'enrichir illicitement en se disant « chance et le Kopamba ». Comme pour dire que tout le monde peut devenir nanti pourvu qu'on accède aux fonctions publiques, même si on n'a aucune compétence. Ainsi, l'avenir des enfants de la RDC est hypothéqué. Et à ce sujet, la Bible nous enseigne dans 2 Timothée 1,6 qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'état de droit que nous voulons construire est celui qui est intimement lié à la démocratie. Nous voulons bâtir un État dans lequel les citoyens et les gouvernants sont liés par le même ensemble de règles et de normes, ce qui fait d'eux des partenaires égaux dans la poursuite de la prospérité, de la paix et de la stabilité. C'est ce partenariat entre les citoyens et les gouvernants, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle qui, à son tour, produit et protège la légitimité du pouvoir d'État. Car une fois ce lien forgé, il est difficile de le démanteler. Nous devons et nous pouvons établir l'état de droit avec la plus grande urgence qu'il mérite. Un État où la démocratie fonctionne avec une nette séparation de pouvoirs, avec une société civile responsable qui est écoutée et la bonne gouvernance érigée en mode de gestion d'un État qui respecte les droits humains. Un État où les élections crédibles sont régulièrement organisées. Ainsi, nous déploierons toute notre énergie pour que les élections en RDC soient en tout temps indépendantes, transparentes, impartiales et apaisées. La règle sera justice égale pour tous les citoyens, tolérance zéro corruption et sanctions sévères pour tout enrichissement illicite. Tout agent public de l'État
doit respecter le code de conduite de l'agent public de l'État. Intégrité territoriale, autodétermination nationale et pacification totale du pays. L'intégrité territoriale est le principe de droit international qui donne le droit aux États souverains de défendre leurs frontières et tout leur territoire des menaces éventuelles des autres États. Ce principe est inscrit dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies et ce droit a été reconnu comme un droit international coutumier. Le droit d'un peuple à l'autodétermination est un principe cardinal du droit international moderne qui s'impose en tant que tel à l'Organisation des Nations Unies comme une des normes de la charte faisant autorité. Il dispose que les peuples, sur la base du respect du principe de l'égalité des droits et de la juste égalité des chances, ont le droit de disposer du choix libre et souverain et déterminer la forme de leur régime politique indépendamment de toute influence étrangère. C'est pour cela qu'il appartient aux Congolais et aux seuls Congolais de choisir souverainement leurs dirigeants au moyen des élections crédibles afin de mettre en place des institutions qu'ils jugent nécessaires pour assurer leur dignité, leur liberté et leur prospérité. Nous allons ainsi doter notre pays d'une armée républicaine, bien formée, bien équipée et bien entretenue, capable de défendre efficacement l'indépendance de notre pays, de protéger son intégrité territoriale et la vie des citoyens congolais et de protéger les intérêts essentiels de la RDC. Ne sera jamais assuré par les forces étrangères, mais par nous-mêmes Congolais. Et nous allons tout mettre en œuvre pour y arriver, car aucun État digne de ce nom ne sous-traite sa sécurité. 3. Agriculture et lutte contre la misère alimentaire et la pauvreté. Les 80 millions d'hectares de terres arables, couplés avec une remarquable diversité de climats, ainsi que les 40 millions d'hectares de terres irrigables et des vastes étendues de pâturage permettent à la RDC de développer des cultures variées. Malheureusement, seulement 10% de ces terres sont exploitées et plus d'un quart de la population congolaise est affamée. De nombreux Congolais sont gravement sous-alimentés. La malnutrition chronique touche 43% des enfants entre 0 et 5 ans dans tout le pays. L'impact durable de la malnutrition sur le développement cognitif de nos enfants et la productivité économique. Notre peuple mérite une nourriture propre et saine. Que faire? Il faudra proclamer l'état d'urgence agricole qui doit se décliner dans une politique bien élaborée afin de créer un nouvel avenir agricole pour le Congo. Notre modèle sera l'agriculture régénérative qui tient compte des impacts environnementaux et ou sociaux. La transformation radicale de nos systèmes agricoles offre la possibilité de raviver les écosystèmes, d'amplifier la biodiversité et d'améliorer la diversité alimentaire. Et les impacts positifs se répercuteront sur tous les autres secteurs et créeront de nouvelles voies vers un avenir plus prospère, résilient et durable. Notre gouvernement travaillera directement avec nos talentueux agriculteurs pour concevoir de nouveaux systèmes et processus construits autour des principes de l'agriculture régénérative et les soutiendra par une mise en œuvre plus large des politiques et une collaboration intersectorielle. Nous allons harmoniser le code agricole avec les autres codes existants, faciliter l'accès à la terre et sécuriser les propriétaires par une bonne gestion foncière. Nous allons encourager les investissements massifs dans le secteur agricole et nous allons créer des fermes agricoles où seront employés des milliers de jeunes. Nous allons reconnaître des petits exploitants agricoles comme des petites entreprises et les encourager à se mettre en coopérative. L'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique
INERA et les autres centres de recherche agronomique seront correctement financés. Nous allons décréter l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meure de faim. Ainsi, tous les moyens appropriés seront mis en œuvre pour faire disparaître la faim et la malnutrition au Congo. Infrastructure, désenclavement des territoires et connectivité intégrale du pays. Le développement de nos infrastructures est la clé à la fois de la cohésion nationale et d'une croissance soutenue au Congo. Nous devons réhabiliter les infrastructures existantes et construire des nouvelles. Nous allons construire des routes, des ponts et des rails. Nous allons moderniser et étendre le transport en commun, moderniser les ports et les aéroports du Congo et investir dans nos territoires trop souvent laissés pour compte. Le développement de nos infrastructures rendra la décentralisation effective et efficace. Il stimulera la création d'emplois bien rémunérés et fera croître l'économie de manière durable, équitable, en réduisant l'exode rural. Comme les infrastructures de transport, les infrastructures informatiques jouent un rôle important dans la croissance de l'économie et la création de diverses opportunités pour le peuple congolais. Nous devons combler le fossé technologique entre notre pays et les autres nations du monde, afin d'accéder aux avantages de développement plus larges que procure l'accès à l'Internet. Notre gouvernement y travaillera sérieusement pour renforcer la réglementation qui assure une concurrence loyale entre les entreprises. Nous travaillerons avec le secteur privé pour adapter et former les compétences des travailleurs aux exigences de la nouvelle économie numérique. Avec un marché intérieur de plus de 100 millions de consommateurs, la connectivité intégrale du pays permettra d'utiliser le potentiel du Congo à son maximum. Cela permettra aux Congolais, grâce à un tourisme intérieur, d'explorer la riche diversité culturelle et touristique qu'offre le pays. 5. Entrepreneuriat et développement du secteur productif. La RDC s'est désindustrialisée au fil des années. Dans les années 60, le pays regorgeait un nombre impressionnant d'industries. Aujourd'hui, c'est la désolation. D'après certaines sources, le nombre d'entreprises industrielles est passé de 6500 en 1960 à 1800 en 1980 et à 167 en 2017. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, ne compte pas plus de 1000 membres, dont 88 seulement cotisent, contrairement à son ancêtre, la NESA, l'Association nationale des entreprises du Zaïre, qui avait 5400 membres cotisants. Pour relever les défis, nous allons commencer par améliorer l'environnement des affaires. L'environnement des affaires pour tous les investisseurs nationaux et étrangers, et nous allons construire un pôle technologique durable axé sur l'entrepreneuriat dans le développement durable, des technologies vertes, des technologies agricoles, pour établir davantage les références du pays en matière de durabilité et le rôle essentiel qu'il doit jouer dans la transmission mondiale, dans la transition mondiale vers une technologie durable. Plus largement, nous allons 1. Créer des banques de développement et améliorer l'accessibilité des entreprises congolaises au financement des banques de développement internationales. 2. Créer des programmes de prêts et de subventions offerts directement aux entrepreneurs en utilisant des recettes fiscales pour stimuler l'activité des entreprises. 3. Développer un marché robuste et transparent des marchés publics pour des entreprises congolaises. 4. Organiser et développer le tourisme. 5. Actualiser la cartographie minière et mener des études géologiques pour connaître tout le potentiel minier du pays afin d'élaborer un plan minier national. 6. Développer une politique minière à la dimension de nos ressources naturelles. 7. Rassembler toutes les études disponibles sur les hydrocarbures pour une évaluation précise de nos potentiels et mettre en place une politique adéquate. 8. Développer une politique industrielle axée sur la chaîne de valeur
et les avantages comparatifs de la RDC. 9. Enfin, opérer la réforme de la fiscalité congolaise de fond en comble, en commençant par fusionner toutes les administrations fiscales dans un seul organisme. Développer une politique industrielle axée sur la chaîne de valeur et les avantages comparatifs de la RDC, dynamiser les entrepreneurs congolais par divers mécanismes d'incitation pour être des vrais investisseurs, appliquer la règle gagnant-gagnant pour les investisseurs étrangers, pour que les ressources naturelles du pays profitent aussi aux Congolais. 6. Écologie et développement durable, salubrité publique. Les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. Nous devons les gérer avec parcimonie afin d'assurer l'équilibre de la biodiversité de notre environnement. La RDC possède l'un des poumons vitaux de la Terre, un réservoir de biodiversité, la forêt tropicale, qui consiste à 62% du bassin du Congo qu'il faut à tout prix protéger. Le monde a besoin de la forêt tropicale de la RDC pour atténuer les effets du carbone dans l'atmosphère. Nos tourbières contiennent plus de 30 milliards de tonnes métriques de carbone, soit à peu près la même quantité de carbone rejetée par l'économie mondiale en 3 ans. La RDC joue ainsi un rôle important dans la protection de la qualité de vie de tous les citoyens du monde. Et il est important que nous équipions le pays d'une stratégie nationale de conservation et de gestion durable de notre biodiversité. Nous allons donc développer des stratégies efficaces et des politiques adaptées en matière d'aménagement du territoire, d'assainissement, de salubrité publique, de gestion de l'eau et de pollution. Nous devons avoir des villes et des villages fonctionnels et propres, bien tracés, bien aménagés et non des bidonvilles. Nous devons améliorer l'accès à l'approvisionnement en eau potable, à des installations sanitaires adéquates dans les villes, les villages et les écoles. Nous devons promouvoir des pratiques d'hygiène à travers tout le territoire national. 7. Investissement du capital humain, éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique et innovation. De nombreuses études menées au niveau du monde entier confirment que les investissements publics dans l'éducation favorisent une croissance économique équitable. Améliorer la qualité et l'accès à l'éducation est essentiel. Investir dans l'éducation crée des opportunités d'emploi de qualité, augmente la stabilité familiale, diminue la criminalité et soulage la pression sur le système de santé publique. Nous allons organiser les États généraux de l'éducation nationale pour définir une nouvelle politique de l'éducation nationale. Nous allons augmenter significativement la part de l'éducation dans le budget de l'État pour atteindre au moins 30%. Nous allons revaloriser la fonction enseignante et recycler périodiquement les enseignants. Nous allons nous engager dans l'alphabétisation intensive des jeunes non scolarisés, au moins 2 millions par an. La priorité sera accordée aux études techniques, scientifiques et professionnelles et nous rapprocherons l'université de l'entreprise pour une étroite collaboration. Nous allons investir significativement dans la recherche scientifique et l'innovation et nous allons créer des centres d'excellence. Concernant la formation professionnelle, nous allons envisager de rejoindre les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui depuis 2017, via leur ministère en charge de la formation professionnelle, partagent les cursus de leur programme d'enseignement et de formation technique et professionnelle, ainsi que leur référentiel professionnel. Développer avec le soutien de l'IIPE, UNESCO Dakar, cette plateforme de mutualisation des outils et ressources de la formation professionnelle peut nous servir de référence ou de benchmark. Investir dans les citoyens pour développer la RDC, tel est l'intitulé de notre projet de société. 8. Accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé de qualité.
La RDC possède plus de 50% des réserves d'eau du continent africain. L'eau est un élément important de la santé publique. L'eau, c'est la vie. Pourtant, seulement 30% des Congolais ont accès à l'eau potable. C'est une honte. Ainsi, nous allons mettre en place un programme national de fourniture d'eau potable pour atteindre le taux de desserte de moins 80% en milieu urbain et 75% en milieu rural en 5 ans. Alors que le pays possède un potentiel hydroélectrique évalué à plus de 100 000 MW, la desserte en électricité n'atteint pas 10% sur l'ensemble du territoire national. Le déficit en électricité est un frein pour l'industrialisation de notre pays. Nous allons mettre en place un programme ambitieux pour concrétiser les projets INGA 3 et Grand INGA et assurer la construction des réseaux de transport d'électricité. Nous allons développer des micro-barrages dans les endroits où il y a un potentiel où il serait trop coûteux de transporter le courant d'INGA. Nous allons aussi exploiter les grandes réserves de gaz dont dispose le pays. Et en ce qui concerne la santé, il faut noter qu'en RDC, toutes les 60 minutes, 3 femmes enceintes, 10 nouveau-nés et 185 enfants de moins de 5 ans meurent. La part de l'État dans les dépenses de santé est inférieure à 20%. Le reste étant laissé aux ménages, 42%, et aux partenaires extérieurs, 38%. Il n'y a que 33% des Congolais qui, en cas de maladie, utilisent les services de santé classiques. Notre système de santé souffre d'un manque criant de personnel compétent, d'infrastructures et d'équipements adéquats. Il n'y a que 0,28 médecins et 1,19 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants. De plus, l'accès aux soins de santé dans les régions rurales du Congo est extrêmement faible. Il n'y a pas de sécurité sociale pour couvrir le risque maladie. Nous devons donc rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Congolais. Couverture sanitaire universelle, grâce à la réhabilitation et à la construction des infrastructures sanitaires, dotées d'équipements adéquats et d'un personnel compétent. Il nous faudra au moins une zone de santé pour 150 000 habitants, un hôpital général de référence, 20 centres de santé et une équipe cadre de zones compétentes. Nous mettrons en place une politique médicale complète, incluant les infrastructures, la formation, la médecine préventive, y compris le programme de vaccination, la gouvernance du système d'approvisionnement en médicaments, l'éradication des épidémies et la sécurité sociale. Nous allons mettre en place un système social qui aide les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins. Nous mettrons en œuvre des changements structurels et politiques qui résoudront les problèmes qui ont trop pesé sur nos concitoyens. Nos services sociaux doivent être là pour les personnes à chaque étape de leur vie, de la grossesse au service du vieillissement. 9. Réaffirmation et promotion de l'identité culturelle congolaise et du patrimoine matériel et immatériel. Le Congo, cœur de l'Afrique, est un pays riche culturellement grâce à sa diversité de tribus qui lui donne une identité authentique. Nous avons le devoir de réaffirmer, de sauvegarder, de promouvoir cette identité. Celle-ci est constituée de plus de 450 tribus et langues parlées, écrites aussi pour certaines, de traditions et coutumes, d'objets culturels, de poèmes, de peintures, de musique, de danse, de festivals et de tant d'autres choses. La puissance de cette diversité doit faire vibrer et faire vivre notre nation, socle et base de la cohésion nationale. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de leur pays, l'histoire des empires et royaumes du Congo, avec un K,
l'histoire de l'esclavage, celle de la colonisation, le cheminement de Simon Kimbangu, la lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance de notre pays, les soubresauts des institutions politiques congolaises et les différentes agressions que subit notre pays de la part de certains voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Nous allons créer une nouvelle gouvernance culturelle qui sera prise en charge par 3 départements distincts de gestion des affaires culturelles, à savoir 1. Le département du livre, de la lecture et de la mémoire. 2. Le département de la musique, de la danse, du cinéma et du théâtre. 3. Enfin, le département des arts et de l'artisanat. Nous allons élaborer une encyclopédie des valeurs traditionnelles pour pérenniser les savoirs anciens de chez nous et enseigner l'ancestralité congolaise. Nous allons procéder à l'exhumation et à la production cinématographique des héros parangons des vertus nationales. Nous allons restaurer notre patrimoine archéologique et créer de hauts lieux historiques et de monuments culturels ainsi que des académies et musées nationaux. Nous allons mettre en œuvre un programme national de sauvetage du patrimoine culturel congolais dont la mission sera de récupérer, de protéger et de préserver les importantes collections d'art, d'artefacts, d'objets de musée, d'éléments architecturaux, de documents, de films, de photographies, d'enregistrements vidéo et sonores du passé congolais. Famille, genre et citoyenneté 10. Bien que la République démocratique du Congo soit un vaste territoire composé de plus de 450 tribus de langues et d'affiliations diverses, nous sommes en effet une seule et grande famille. Nous sommes tous des citoyens vivant sous le même drapeau national et ayant prêté allégeance à celui-ci. En tant que Congolais, nous sommes bien conscients de la corruption cavalière et des crimes qui sont perpétrés contre nous par des fonctionnaires et agents cupides chez nous comme à l'étranger. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est donc d'un nouveau sens de citoyenneté congolaise, fondé sur un patriotisme profond, un sens du devoir pour garder la tête haute et exiger notre dignité humaine, trop souvent trahie, voire volée. Dans le cadre de cet effort national pour revendiquer notre dignité, nous devons être conscients du rôle crucial et des impacts de la femme congolaise. Trop souvent, en effet, nos mères et nos filles, 53% de nos populations sont des femmes. Par un simple calcul économique, nous ne pouvons pas nous permettre de marginaliser leur voix et leur contribution. Que 61% des femmes congolaises vivent sous le seuil de pauvreté contre 51% des hommes. C'est inacceptable. La persistance de cet équilibre désuet entre les sexes dans tous les domaines du développement économique, social, culturel et politique doit cesser. Il faut en dire autant de la violence sexiste, l'une des nombreuses épidémies qui freinent notre pays tout en faisant la une des journaux embarrassants dans le monde entier. Jusqu'à 52% des femmes en RDC sont des survivantes de violences domestiques et 39% déclarent avoir été menacées, intimidées ou blessées. Tout cela doit cesser. Après que les activistes congolais des droits des femmes font pression pour des réformes juridiques depuis près de 20 ans, il reste trop de résistance parmi les législateurs à prédominance masculine de notre Sénat et de notre Assemblée nationale. Nous avons également pris du retard dans la réforme de nos lois sur l'égalité des sexes par rapport aux autres pays de la région. Cela va changer sous le leadership du président Martin Fayulu. S'il est crucial de réformer nos lois pour mieux refléter les normes régionales et internationales, c'est aussi une bataille
pour changer les cœurs et les esprits, pour changer toute une culture. Et cela doit commencer au sommet, car le leadership compte. Nous souscrivons donc à l'obligation constitutionnelle de la parité et nous devons l'appliquer. Nous devons former des citoyens, c'est-à-dire des hommes et des femmes conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs, de leurs obligations. 11. Coopération régionale, internationale et coexistence pacifique. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Tout le monde a besoin de coopérer avec d'autres pays en vue de l'établissement des échanges divers, notamment en matière d'économie, de culture, d'éducation, de défense et tant d'autres domaines. C'est pour cela que notre héros national avait affirmé le 30 juin 1960 que, je cite, « Soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais aussi sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale. Elle ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. » Fin de citation. Ainsi, la RDC est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations sous-régionales. Mais dans l'entretemps, elle entretient une relation complexe avec certains voisins d'Afrique de l'Est, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Nous allons privilégier la coexistence pacifique avec tous nos 9 voisins et nous allons développer des relations bilatérales avec tous les pays du monde épris de paix, de justice et d'amour fraternel, tout en affirmant avec fierté notre appartenance dans le continent africain et dans la région d'Afrique centrale. Nous allons demander la réorganisation de l'ONU et également de l'Union africaine pour qu'elle soit efficace dans ses résolutions des crises, dans les résolutions des crises dans le monde en général et en Afrique en particulier. 12. Jeunesse engagée. Près de 60% de la population de la RDC a moins de 20 ans. Près de 60% de la population de la RDC a moins de 20 ans. Et 80% de la population a moins de 35 ans. Et cela représente un atout majeur pour le développement du pays. Seulement voilà, nos jeunes ont perdu leur dignité et leur espoir en vue et leur espoir en un avenir meilleur. Nos jeunes sont systématiquement marginalisés, mal formés et ignorés dans la société. La jeunesse est devenue comme un troupeau en divagation, désœuvrée, sans emploi. Elle est exposée à toutes les formes de délinquance, de dépravation et de distraction abrutissante. La pauvreté des parents, la déstructuration de la famille et l'absence d'encadrement, ils sont pour beaucoup. Heureusement, il y a certains jeunes très engagés, notamment ceux des mouvements citoyens et des artistes musiciens. Les jeunes de nos partis politiques qui ont compris qu'ils doivent dénoncer la mauvaise gestion de l'État par les tenants actuels du pouvoir et participer aux activités nobles de nos partis pour que leurs conditions de vie changent. Bravo à cette jeunesse. Nous allons améliorer les programmes d'enseignement pour donner aux jeunes une formation de qualité qui répond aux besoins de développement du pays. Nous allons mettre en place un programme national de renforcement de capacité des jeunes sur le leadership
et l'entrepreneuriat et nous allons créer des centres de formation pour les jeunes. Nous mettrons en place une politique de prise en charge des enfants et des familles défavorisées. Nous allons investir dans les équipements sociaux et complexes sportifs à travers le pays et relancer la compétition sportive intra- et interscolaire. Et nous allons encourager certains jeunes à intégrer l'armée nationale pour défendre les intérêts de la nation. La situation de la jeunesse est une urgence nationale qui mérite une intervention immédiate. Il est grand temps que nous accordions la priorité à l'encadrement de nos enfants et de nos jeunes. C'est notre meilleur espoir pour aujourd'hui et pour notre avenir en tant que pays. 13. L'élite et la diaspora congolaise. Il est fort malheureux de constater la résignation malheureuse de certaines élites congolaises qui se cantonnent dans leur zone de confort, sans se soucier de l'avenir du pays et de l'héritage qu'elles vont laisser aux générations futures. Elles se sont rangées pour la plupart derrière les prédateurs de l'économie congolaise pour préserver leurs avantages, souvent précaires. Pire, certains collaborent avec les ennemis extérieurs du pays et ceux qui veulent donc balkaniser notre pays pour assouvir leurs désirs égoïstes. On pourra aussi parler de certaines élites religieuses qui profitent des fidèles sans les amener à prendre conscience du degré de délabrement du pays. Elles sont championnes d'un message sur la prospérité qui se révèle une escroquerie pour leur enrichissement propre. Nous reconnaissons l'engagement patriotique de la diaspora congolaise pour la cause du pays. Nos concitoyens vivant à l'extérieur du pays sont des grands pourvoyeurs de moyens de subsistance pour les familles restées au Congo. Ces compatriotes méritent vos applaudissements. Il est impérieux que les Congolais de l'extérieur réfléchissent davantage sur leur rapport au pays. Nous allons valoriser l'apport des Congolais vivant à l'étranger en créant un bureau d'accueil des Congolais de l'extérieur. Tel est, mesdames et messieurs, les congressistes, distingués invités, le résumé du manifeste de Kisangani. Tel est, mesdames et messieurs, le manifeste de Kisangani qui va servir de base pour l'élaboration de notre programme de gouvernement jeudi, et je vous remercie. Le deuxième congrès ordinaire des décidés. Merci, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Par le sang uni dans l'effort de l'indépendance, de son enfant, longtemps trouvé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix aux peuples allemands, par les larmes de citoyens, entonnées, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'âme don de votre souffle des aïeux au pays, bien-aimé, nous pleurons consoler, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré des immortels, serment des